Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Charles Piquet. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Saint-Gilles. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Autant vous étiez ministre-président, si vous voulez bien. Vous aviez signé un accord avec Joël Milquet, ministre de l'Intérieur. C'était après la mort d'un contrôleur de la STIB sur le renforcement de la sécurité dans les transports en commun bruxellois. On a eu un nouvel incident avec un conducteur de métro, beaucoup moins grave cette semaine. Mais où est-ce qu'on en est dans ces renforts policiers? Les 250 policiers promis pour les zones de police, ils sont arrivés ou pas? Ça marche, puisque la plupart sont formés maintenant ou en formation. Les premiers devraient arriver en octobre et chaque zone va recevoir un certain nombre d'agents qui seront, inspecteurs, qui seront amenés à surtout surveiller donc les infrastructures ou les abords des infrastructures des transports publics et les tracés des transports publics dans les quartiers. Donc c'est en cours et pour l'instant ça se passe bien. Il y avait également 150 policiers prévus pour une réserve fédérale et pour la police des chemins de fer. Ils sont là ou pas? Ça, il faudrait demander à Mme Milquet. Je pense qu'un effort a été fait. Je ne sais pas quelle est la comptabilité du nombre d'inspecteurs ou d'agents qui ont été mis sur le terrain, mais c'est vrai que c'était un deal. Nous allions faire un effort avec le refinancement de Bruxelles et en engageant des inspecteurs. Et le fédéral, évidemment, s'est engagé aussi, notamment à être plus présent dans les gares, etc. Ça s'est amélioré la sécurité à Bruxelles au niveau de la région de manière générale? Oui, de manière générale, oui, certainement. Ça dépend des quartiers, évidemment, encore, mais il y a une évolution qui est plutôt favorable. Enfin, restons quand même extrêmement modestes. Alors, on va descendre à l'échelon en dessous. Bourgmestre de Saint-Gilles, toujours en sécurité. Vous avez officialisé le lancement la semaine dernière de Uneus. Expliquez-nous en deux mots ce que c'est, Uneus. Mais ce n'est pas le lancement d'Uneus. Uneus, ça veut dire Union pour un environnement sécurisé. Je vais revenir sur ce concept d'union, c'est-à-dire tout le monde travaille ensemble. Mais donc, c'est après une période d'essai qui était vraiment la période d'un projet pilote qu'on a constaté que ça marchait bien. Alors, c'est quoi? En gros, c'est avoir un groupe de policiers qui sont fidélisés dans un quartier, qui sont au quotidien dans un quartier, qui connaissent un peu la réalité du quartier et beaucoup mieux qu'avant, parce que les interventions massives où on voit arriver un grand nombre de policiers parce qu'il y a eu un fait ou bien à titre préventif, c'est très bien, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le faire quand il y a des événements graves. Ce qu'il faut, c'est tous les jours sur le terrain, repérer tout et faire aussi de l'interaction avec tous les services qui sont concernés directement ou indirectement par un problème d'insécurité. Donc là, il y a une trentaine d'agents. Donc, je résume ça souvent. Le policier de Uneus, c'est un policier qui se met dans la peau du citoyen et dans la peau de l'usager de ces quartiers. Donc, il connaît les réalités au quotidien. Donc, une trentaine de policiers qui sont toujours affectés dans le même quartier, ce qui leur permet de connaître un petit peu tout le monde. Et le quartier, ça va du square Jacques-Franck à l'hôtel des Monnaies, en passant par le Parvis. Oui, c'est la partie basse de Saint-Gilles, qui est évidemment une partie plus difficile, la proximité de la gare du Midi, de la petite ceinture, des autres quartiers, etc. Ça marche? Vous récoltez les premiers fruits ou oui, pas? les statistiques sont éblouissantes, mais bon, on est toujours prudent avec les statistiques, mais moins 49% de faits délictueux, c'est évidemment énorme. Mais soyons prudents, ça marche bien. Et il faut savoir que c'est une collaboration aussi avec le parquet, une collaboration avec la police fédérale. Et on a signé un protocole tous ensemble. Et ça concerne aussi, je le dis, les services communaux, parce que quand une maison est délabrée, il peut s'y passer certaines choses. Il peut y avoir aussi des relations avec le service propreté. C'est les incivilités et les faits les plus graves. Alors si ça marche, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça partout? Je peux vous dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le parquet qui l'a dit, c'est le procureur du roi et le premier substitut. Beaucoup de zones s'intéressent à ce que nous faisons et des centres universitaires étudient aussi cette démarche. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement l'échelle de la zone de police est une échelle trop grande, trop importante, et qu'il faut descendre à des niveaux plus proches des citoyens? Oui, je crois que la création de zones a toujours montré un avantage, c'est d'avoir une police très professionnalisée, parce que vous avez évidemment une police mieux équipée, vous avez une capacité d'intervention plus forte si les choses vont mal, parce que vous pouvez compter sur un plus grand nombre d'agents et d'inspecteurs, mais c'est la décentralisation, la politique de proximité qui a toujours un peu souffert de la réforme des polices, et une bonne réponse est celle que nous avons imaginée chez nous, en ayant justement des gens qui sont là, en civil, en uniforme, et qui sont présents dans les quartiers. Ça ne va pas tout résoudre, je ne suis pas ici pour dire que c'est la recette miracle, mais les résultats sont très probants, très positifs.
Ça, c'était pour la sécurité. La mobilité, vous avez vu le journal tout à l'heure, les chiffres de Brussels Studies qui indiquent que finalement la voiture perd du terrain, en tout cas en part relative, et qu'il y a plus de déplacements, notamment chez les Bruxellois, en transport en commun, en vélo et également à pied. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle pour les autorités ou il faut se méfier, c'est trompeur? Comment vous analysez ces chiffres? Non. Je constate de plus en plus que les gens intègrent, notamment dans leur choix résidentiel, là où ils vont habiter, ils intègrent justement une chose qui est fondamentale, c'est utiliser sa voiture, quand on en a une d'ailleurs, le moins possible. On est passé en 10 ans de un déplacement sur 2 presque à un déplacement sur 3 en voiture. Oui, c'est ça. Mais alors donc, on rencontre des gens qui vous disent, moi j'ai envie d'acheter dans ce quartier, parce que dans ce quartier, eh bien, j'ai des transports publics à proximité, j'ai une offre commerciale qui correspond à mes besoins, j'ai des équipements collectifs, des services publics qui correspondent à ce que je veux, j'ai des pôles culturels et des activités culturelles. Donc, la ville de proximité, j'y crois beaucoup. Ma commune est une commune où les gens possèdent une voiture, c'est vrai, mais ils l'utilisent moins parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus de déplacements à pied, en vélo ou en transport public qui satisfont les besoins du ménage sans devoir prendre sa voiture et se déplacer. Regardez bien une carte de Bruxelles, vous allez voir qu'au niveau immobilier, il y a parfois des dévaluations qui se produisent par le fait que des immeubles sont vendus trop cher par rapport à cette exigence de toujours prendre sa voiture dès qu'on a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues bourgmestres, je pense notamment à celui d'Ixelles, qui ne sont pas toujours enclins à accorder des facilités à la STIB, par exemple? Je dirais qu'il faut être très nuancé là-dedans, parce que la voie médiane est souvent la meilleure, c'est-à-dire il faut satisfaire aux exigences du transport public, mais il faut bien mesurer les effets d'une décision en matière notamment d'infrastructures de transport public sur notamment la vie commerciale, etc., sur l'usage de l'espace public. J'ai plaidé auprès de M. de Courty, qui est un ami au demeurant, en lui expliquant d'ailleurs les avantages On fait allusion à la tramification du 71, évidemment. Oui, mais par contre, j'intègre très bien aussi ce qu'il me dit en disant « Oui, mais attention aux effets induits, attention à l'attractivité commerciale. » Et donc, moi, je n'aime pas les ayatollahs en général, je n'aime pas les ayatollahs tout contre la vie des communes, et j'aime pas non plus ceux qui, évidemment, disent non aux stratégies de la STIB. Vous êtes malheureux ou vous êtes heureux le dimanche de la journée sans voiture? Oh, moi, je m'amuse avec mes enfants et avec mon vélo électrique, parce que comme j'habite à Bruxelles, ça veut dire que ça monte. Je suis un peu aidé par le moteur de mon vélo. Alors, le PRDD, c'était le Plan régional de développement du durable, lancé par Charles Piquet, repris par Rudy Vervoort. Ce ne sera pas une ordonnance, ça veut dire qu'il n'aura pas de caractère contraignant. C'est un peu embêtant ou c'était écrit dans les astres? Mais le plan régional a toujours une force contraignante vis-à-vis des autorités publiques. Donc c'est la grande vision du développement de Bruxelles à l'horizon 2020. On avait fait le premier plan régional. Moi, j'avais initié le premier plan régional. J'ai initié le second. J'ai remis au gouvernement, quand je suis parti, un document dont M. Vervoort va, je l'espère, pouvoir bénéficier aussi et pouvoir le mettre, sinon en œuvre formellement, ce qui sera difficile vu qu'une enquête publique devrait s'imposer pendant la période électorale. Bon, je souhaite beaucoup de plaisir, parce qu'alors il y a tout de suite les mesquineries. Donc que ce ne soit pas une ordonnance, c'est pas grave. Si, non, ça pourra être adopté après les élections, mais je pense que c'est déjà une bonne feuille de route pour toute une série de décisions et d'innovations à mettre en place. Alors Joëlle Milquet, ce matin à Libre Belgique, dit qu'elle, que pour une feuille de route, il faudrait un plan Marshall pour Bruxelles, parler de l'horizon 2025. On a mis les plans Marshall à toutes les sauces quand même. Un plan Marshall, c'est évidemment une sorte de mobilisation de tous les acteurs, qu'ils soient publics et privés, vers des objectifs qui sont des objectifs correspondant aux spécificités d'une région. Donc le plan Marshall wallon ne peut pas être transposé. Il ne faut pas un horizon 2025 pour Bruxelles, comme il y a un horizon 2022 pour la Wallonie. Mais si, d'ailleurs, le plan régional de développement durable et cette perspective à 2020. Mais je dirais que Bruxelles n'a pas les mêmes problèmes que la Wallonie, et donc appelons ça plan Marshall, appelons ça ce qu'on veut, c'est en fait un cadre général dans lequel on inscrit toute une série d'objectifs priorités. Mais il faut s'attaquer à des priorités, justement. Et les priorités à définir, elles sont assez bien connues. Il y a certainement l'insertion socio-professionnelle des jeunes, il y a la
la mobilité. Et il y a, pour moi aussi, je trouve, la coopération intercommunale, parce qu'il faut penser la ville, pas seulement dans un cadre régional, il faut le penser l'avenir de la ville aussi dans la zone métropolitaine. J'ai toujours défendu ça et on a obtenu ça. Et il faut aussi faire en sorte que les communes coopèrent lorsqu'il s'agit de zones qui ne s'embarrassent pas tellement des frontières communales et où il faut travailler à plusieurs. Charles Piquet, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi.